8 mars, journée internationale des droits des femmes. Une journée consacrée par l'ONU en 1977, mais le combat des femmes a commencé bien longtemps avant. Pour discuter de cette journée et plus encore, on va avoir avec nous comme invité à ma droite, je connais au moins ma droite, Jaina Saïra, qui est comédienne, chanteuse. Du côté gauche, j'aurai Josette Briffard-Thomas, qui est présidente de l'association Haïti Futur, une association qui organise depuis 10 ans déjà le Salon du Livre haïtien. On parle de littérature haïtienne, mais pas que. Et puis, avec Josette assise côte à côte, elles ne sont pas sœurs, mais c'est tout comme. On a Gerda Cadostin, écrivaine, qui a sorti Laisse Folie courir en 2020. On en parle aussi pendant cet échange, ce temps d'échange qu'on organise pour vous, avec vous, d'une certaine manière, pour parler du 8 mars. Alors, le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Mais le combat a continué, a commencé bien avant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été faites, des choses que des générations d'avant celles de Jaina, ont pu concrétiser. Le féminisme de nos mères, de la génération d'aujourd'hui, même combat, les mêmes revendications. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui lie? Qu'est-ce qui différencie? C'est ça, Josette Briffard-Thomas. Qu'est-ce qui différencie, si différence il y a? Qu'est-ce qui lie le féminisme d'aujourd'hui à celui d'hier? Quand on parle, quand vous, de votre regard, quand vous prenez du recul et que vous voyez tout ce qui a été fait et vous voyez le combat qui est mené aujourd'hui, est-ce qu'il y a pour vous une différence dans le combat? Oui, bien sûr, il y a une différence, et cette différence est déjà, on n'appelait pas féminisme, parce que toutes ces femmes-là, Sanit Belair, et toutes ces femmes dont Marie-Jeanne, toutes ces femmes qui ont quand même combattu pendant la révolution des esclaves, on ne parlait pas, on ne disait pas féminisme. C'était pas forcément genré, comme on dit aujourd'hui. Et le combat était là. Le combat était là et a été poursuivi pendant l'occupation américaine, par exemple. Les femmes qui se sont mises debout, elles n'ont pas dit « nous sommes féministes ». Et elles se sont mises debout pour combattre, pour faire partir par exemple les Marines américaines qui occupaient Haïti, et elles ont lutté. Donc c'était un peu le combat de ces femmes n'était pas seulement un combat féministe, c'était un combat aussi pour l'égalité, pour la justice, donc je pense qu'il faut, après ça a été en même temps un combat féministe plus tard, parce que quand après il fallait lutter pour les droits civils et politiques, parce que souvenez-vous, pour que pendant longtemps les femmes n'avaient pas droit au vote, les femmes n'avaient pas, jusqu'en 1950, les femmes ne pouvaient pas voter. Donc ils avaient le droit de vote jusqu'en 1950, mais ils n'avaient pas le droit d'être élus à des fonctions présidentielles, à des fonctions, elles avaient le droit d'être élus dans les communes, au niveau parlementaire un petit peu plus tard, mais les premières élections, les femmes ont voté, c'est en 1957, et malheureusement, c'est elles qui ont permis l'arrivée de Duvalier au pouvoir, qui va après leur fermer la gueule, justement, parce que Duvalier ne voulait pas de contestation. Donc, ça a été après une lutte, justement. Le féminisme est vu finalement plus comme une lutte contre les hommes qui empêchent l'égalité des femmes. Donc mais tous les combats qui se sont tenus avant justement ces empêchements-là, cet empêchement-là, n'ont pas été vus comme un féminisme, forcément. Donc il y a eu le féminisme à plusieurs niveaux. Donc on voit par exemple aujourd'hui encore, alors la différence aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore, on sent que le combat continue. Par exemple aujourd'hui, on sait que d'après un rapport de l'ONU, à peine 6% des femmes, vous voyez, si on prend le cas d'Haïti, on font des études entre 35 et 45 ans, on fait des études secondaires. Le taux des hommes, c'est le double. Donc, il y a encore beaucoup d'inégalités, il y a déjà un combat à mener.
au niveau de l'éducation, au niveau des droits. Sur les 58 présidents, si on prend encore le cas d'Haïti, il n'y a qu'une femme qui a été présidente et non élue, juste pour faire le passage de mandat. Donc, on voit que la lutte est entière, la lutte est à continuer à mener. Et je pense que cette lutte, c'est aussi... je pense que les femmes ont un rôle exceptionnel à jouer, mais pas que les femmes. Je pense que les familles ont un rôle à jouer. Et parce que c'est nous qui éduquons aussi les enfants. Nous éduquons les hommes et les femmes. Donc, il faut pas... Je pense que le retard des femmes, le retard justement, le fait de coincer et de faire que les femmes n'atteignent pas ces niveaux-là, eh bien, empêche aussi l'humanité de progresser. Parce que c'est la moitié, plus que la moitié de l'humanité qu'on a mis avec toute son intelligence, avec tout son savoir-faire, qu'on a mis à l'écart. Donc, c'est pas seulement moi, quand je vois le féminisme, je ne vois pas le féminisme comme une lutte des femmes pour avoir du pouvoir. Je vois le féminisme aussi comme une sorte de combat pour que l'humanité progresse. Parce que je pense que l'humanité a beaucoup pris du retard parce qu'on a écarté les femmes. Gerda Cadostin, c'est votre premier livre, Laisse folie courir. Est-ce que vous faites ce constat qu'il y a ce combat à mener, il y a beaucoup de choses, beaucoup de femmes. Quand on voit dans votre livre un monde peuplé de femmes et on a l'impression que c'est toutes ces femmes qui dirigent, qui ont le pouvoir, qui décident, qui agencent. Est-ce que pour vous, ce regard comme quoi il y a beaucoup à faire pour que les femmes prennent des décisions, soit dans les décisions, soit représentées, est-ce que pour vous c'est un truc qui existe vraiment, comme quoi les femmes elles subissent entre guillemets la société? Parce que dans votre roman, comme je l'ai dit, on a l'impression que ces femmes, elles décident de tout. Ces femmes décident de tout. Ce sont des femmes de la campagne. Ça marque une grande différence très probablement avec des femmes de la ville. Parce que quand j'en parle, on me dit « Ah non, non, nous, ça ne se passe pas comme ça ». Mais c'est vrai que dans ce petit coin de l'Artibonite, les femmes, elles font leur vie. Ça se passe à Guéraud. Ça se passe à Guéraud, non loin de la petite rivière de l'Artibonite. Ces femmes décident, ces femmes vendent, ces femmes achètent, ces femmes réfléchissent. Les hommes sont là, vont au champ, les femmes aussi vont au champ. En fait, moi, je n'ai pas grandi dans quelque chose que l'homme dicte quelque chose à la femme. En tout cas, même pas au sein de ma propre famille. Nous, on mangeait les gros morceaux de viande. Il n'y avait pas un homme à qui il fallait donner le gros morceau, parce que c'est comme ça que ça se passait. Hein? Donc déjà, mais ça ne s'appelait pas du tout, enfin bon, féministe, enfin ça c'est un mot tout à fait moderne. C'est leur vie, c'était leur vie. Elles remplissaient toutes les fonctions. Bon, c'était assez limité, hein? On est vraiment dans la campagne. Ces familles vivaient comme ça. Moi, je pense que c'est en allant en ville que ces femmes vont subir ou vont découvrir une sorte de mise à l'écart des femmes, une sorte de hiérarchisation des tâches, des choses à faire. C'est ça, en fait. Et alors, on me dit, ah, mais ton livre est féministe. Mais non. Ça reflète juste la réalité, une des réalités du monde en dehors, mais qui ne peut être la réalité des villes. C'est ça, parce qu'en ville, c'est plus hiérarchisé, et puis les hommes ont des fonctions visiblement que les femmes n'occupent pas, ou ne peuvent pas occuper, etc. Et c'est vrai que du coup, en ville, ben, moi je trouve qu'il y a plus de souffrance pour les femmes, parce qu'elles sont toujours obligées d'être cachées, de se mettre derrière un homme pour les protéger un peu, pour leur donner un peu d'argent, parce que la vie est dure, etc. On va revenir en plus en détail sur ce sujet. Alors, Jaina, on voit bien la génération qui parle pour Gerda. On ne comprend pas trop bien ce qui s'est passé, c'est peut-être la ville. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et avec Josette, il faut que les femmes avancent un peu plus et qu'on revoie l'éducation, tout ça. Mais entre-temps, il y a les combats qui ont été menés, on a les droits de vote qui ont été acquis. Aujourd'hui, on voit bien que c'est pas fini, mais qu'est-ce qui coince par rapport à tout ce qui a été fait pour la jeune génération quand on revoit tous les droits qui ont été
gagné pendant ces combats depuis des siècles. Qu'est-ce qui coince? L'existence du patriarcat qui persiste. Ça a toujours été le problème et ça continue à être le problème. Donc aujourd'hui, plus les femmes elles demandent, elles réclament plutôt leurs droits, plus elles s'imposent. Il y a des avancées bien entendu, mais n'empêche que le patriarcat existe encore et que entre temps aussi la lutte, il y a plein d'autres luttes qui ont fait agrandir et la lutte féministe aussi, parce que il faut prendre en compte aussi d'autres combats qui se sont ajoutés à la lutte. C'est pas seulement au début on voulait le droit des votes, le droit de voter, le droit d'aller à l'université, parce que il y a des universités, des écoles qui étaient où les femmes n'avaient pas droit à ces établissements-là. Moi, je parle peut-être de façon plus générale, je reste pas seulement dans la société haïtienne, mais parce que de toute façon, on va pas se mentir, même si déjà on voit où ça coince le féminisme aujourd'hui au niveau général, mais on va pas se mentir, en Haïti, on est encore très en retard dans la lutte. On est très très en retard. Là où dans d'autres pays, on prend la lutte s'agrandit, on prend en compte par exemple la question des autres genres. En Haïti, on est encore coincé seulement sur les deux sexes, les deux genres, le masculin et le féminin. Alors qu'aujourd'hui, on commence à prendre en compte l'existence d'autres personnes qui se déclarent non-binaires, des personnes qui sont transgenres et tout ça, mais en Haïti, on n'en est pas encore à ce point et je pense que ça va encore coincer pendant longtemps. Et donc, en Haïti, on est encore dans ce besoin de dire il n'y a pas assez de femmes, par exemple, dans des rôles de pouvoir. Il n'y a pas assez de femmes déjà, comme Josette elle a dit, on a eu 58 présidents, il n'y a eu qu'une femme qui était présidente et elle était juste nommée à la tête d'un gouvernement de transition. Si je me rappelle bien, on parle bien de Erta Pascal Trouillot. Et aujourd'hui encore, quand il y a les candidatures présidentielles, il y a toujours très peu de femmes qui se représentent. Parce que l'on veuille ou non, les hommes ils sont avares de pouvoir et c'est encore eux qui doivent laisser passer les femmes. Parce que comme ils ont toujours été à la tête de toutes les décisions, et quand nous on réclame notre droit de faire partie de ces grands comités de décision, et c'est à eux encore de nous laisser rentrer. C'est quand ils se sentent un peu menacés par la lutte, on peut dire ça, que ça prend de l'ampleur, que beaucoup de femmes sont un peu plus conscientes de ce qui se passe et que les revendications elles sont justes, qui se disent bon ok, on doit respecter un certain quota. Donc ils ont maintenant des quotas à respecter pour laisser petit à petit les femmes prendre leur place. Josette Bouffard-Thomas, en écoutant Jenna qui dit oui, il y a des choses, tu admets qu'il y a des choses qui ont été faites, mais qu'on attend que des gens décident pour qu'on puisse entrer dans les assemblées, devenir président, devenir sénatrice. Est-ce que c'est pas là où au niveau des générations, est-ce que les femmes d'aujourd'hui, en tout cas la jeune génération, n'est pas assez, comment dire, elle pousse pas assez agressive pour se dire des choses ont déjà été faites, pourquoi on en est à demander les mêmes choses du passé, du temps de... La question que je me pose, je me demande toujours, parce qu'il y a eu des avancées, comme tu dis, il y a eu des avancées et des reculs. Et est-ce qu'on a pris la bonne forme pour justement mener ces mouvements-là? Parce qu'il y a eu, comme je viens de l'annoncer, si je prends le cas d'Haïti, je viens de dire, on a avancé et puis après 30 ans se sont passés, si on prend le cas d'Haïti. Jusqu'en 2017, il y a eu que 2% de femmes, malgré les quotas, malgré tout ce qu'on met dans la Constitution, ça n'a pas été respecté. Il y a eu à peine 2,6% de femmes dans les deux assemblées. Il y a eu 3 femmes députées sur 128 députés. 3 sur 128. Il y a eu une
une femme sénatrice sur 29 sénateurs. Donc ça veut dire que c'est comme si on n'avait rien. Et quand on voit par qui on est dirigé, et quand on voit la valeur des femmes dans ce pays, et puis par qui on est dirigé, donc je pense, c'est pour ça que j'élargis moi le sujet, j'ai dit c'est plus que le féminisme. Les hommes doivent aussi se mettre dans le mouvement, parce que, est-ce qu'on va dire c'est le masculinisme, c'est pas ça. Je pense que les hommes doivent se mettre avec les femmes pour justement mener cette lutte. Et je pense qu'aujourd'hui, quand j'observe certains mouvements féministes, on parle d'agressivité, je me demande si c'est de l'agressivité qu'il faut, s'il ne faut pas du réseautage justement, parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Et si on n'a pas des hommes avec nous pour mener cette lutte, je pense qu'on n'y arrivera pas. Parce que les hommes doivent aussi, il y a des hommes intelligents aussi, heureusement. Ces hommes intelligents doivent venir justement soutenir les femmes pour arriver à ouvrir la voie justement à la normalité. Parce qu'aujourd'hui, c'est anormal. C'est anormal qu'on se laisse diriger par ces imbéciles, parce qu'ils sont des hommes. Voyez, alors qu'on laisse des femmes de valeur qui sont là, qui pourraient 10 000 fois occuper les postes qui sont au-dessus de ces ignares. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à vraiment changer cette forme de lutte et à voir avec nous, parce que bon, moi, si je prends mon cas, comme tu as raconté dans ton village, moi, j'ai eu un père, je pourrais dire que mon père était féministe. J'ai un mari féministe. Donc, on n'a pas besoin seulement je pense qu'il ne faut pas écarter les hommes intelligents. Au contraire, il faut aller les chercher, et parce qu'eux comprennent qu'on a besoin des femmes. Je peux juste rebondir un peu. Ben, par rapport à ce que tu dis, Josette, c'est bien là que le mot allié prend tout son sens. Tout à fait. Parce que dans le féminisme déjà à la base, c'est la lutte pour l'égalité des droits des femmes, mais ça ne concerne pas que la femme. C'est pas juste les femmes qui vont embrasser et continuer à mener la lutte. C'est une question de société. Voilà. Et on a besoin que tout le monde soit conscient, que ce soit des hommes, que ce soit une personne qui se considère non-binaire, et tout le monde est amené à faire partie de ce mouvement pour pouvoir faire en sorte que ça progresse. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est là que le mot allié prend tout son sens. On n'a pas besoin d'être femme pour être féministe. Tout à fait. Et je rebondis, c'est très intéressant, merci d'ouvrir les champs et de donner des idées, de me donner des idées entre autres. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu as dit, que ton père était féministe et ton mari est féministe. C'est vraiment très intéressant parce que ces hommes, moi je peux dire, j'ai aussi un mari féministe, ces hommes nous permettent, nous lâchent, nous permettent de remplir notre existence. Nous ne sommes pas des femmes cachées derrière des hommes. Ces hommes comprennent très bien, d'ailleurs ne discutent même pas de la chose, il n'y a même rien à discuter, de la liberté que je peux prendre, de faire quelque chose. Et c'est là tout le problème des femmes aussi. Parce que moi je trouve que les femmes sont absolument exceptionnelles. Parce qu'elles ont trop à faire. Comment voulez-vous défendre quoi que ce soit si du matin au soir, c'est vous qui êtes concerné par tous les problèmes de la maison, tous les problèmes des enfants, enfin, je veux dire, votre journée est remplie, votre tête aussi. Donc la femme n'a pas cette disponibilité d'esprit d'aller faire quelque chose en politique. Enfin, c'est pas envisageable. Mais Gerda Cadostin, justement, les droits acquis avec soit le droit d'aller travailler, de gagner sa vie en dehors de la famille, soit le droit de ne pas avoir d'enfants aussi pour pouvoir vivre pleinement sa vie de femme. Est-ce que c'est pas à prendre en compte? Parce que quand tu dis on a trop de choses à faire en tant que femme, est-ce qu'on n'a pas aussi choisi de faire autant de choses alors qu'on n'a que 2 pieds, 2 mains, une tête? Est-ce qu'on ne pourrait pas choisir de vivre comme on a envie sans tenir compte des dictats de la société, à savoir une femme se marie, une femme fait des enfants et pas qu'un seul enfant, et puis s'occupe à l'intérieur. On ne fait pas confiance aux hommes parce que justement ils savent pas faire aussi bien que nous. Est-ce que c'est pas ça aussi qu'il faut revoir? Parce que tout à l'heure Josette disait il n'y a que 2% de femmes
dans les assemblées, soit au Parlement, tout ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a que 2%? S'il y a des quotas qui ont été pris dans la Constitution, qu'est-ce qui fait que les femmes ne se présentent pas? Qu'est-ce qui fait qu'on est toujours là à se dire mais moi j'ai d'autres choses à faire, ouais moi la politique, moi c'est pas trop pour moi, c'est un truc... Parce que même nous les femmes, j'ai l'impression qu'elles disent la politique c'est un truc d'homme. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que nous ne nous chargeons pas trop? Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà revoir notre... Parce qu'il y a 2% de femmes dans les assemblées, au Parlement. Mais combien % est-ce qu'on a compté le pourcentage de femmes qui instruisent les enfants? Filles et garçons compris? Est-ce qu'on a compté? Est-ce qu'on sait en statistique? Mais on peut même voir, si on veut voir une différence, c'est que si on prend par exemple dans l'éducation nationale en Haïti, plus que 80% des instituts, ce sont des femmes, ce sont des institutrices. Mais dès qu'on monte à l'échelle, il suffit de regarder, regarder sur Facebook, regarder sur le site du ministère. Et tu vas voir maintenant le ministre qui est encadré, entouré, en train de faire la promotion des cadres qui augmentent, c'est quasi que des hommes. Dès qu'on monte dans la hiérarchie, c'est que des hommes, ça devient tout de suite masculin. Il n'y a plus de femmes. Et je ne pense pas que ce soit parce que des femmes ont décidé de « Ok, je ne peux être qu'institutrice et pas plus que ça ». Je ne pense pas. Après, par rapport à ce que tu viens de dire, Cheita, je pense qu'il y a beaucoup de choses, si on va rester seulement dans la société haïtienne, qu'il faut prendre en compte avant de discuter de tout ça, parce que parler du fait que des femmes, elles savent qu'il y a des luttes, il y a une lutte qui a été menée bien avant et qu'il y a des résultats qui sont de ces luttes, qui viennent de ces luttes-là, pourquoi elles ne choisiraient pas de se dire bon, ok, je vais me lancer dans la politique parce que le féminisme me permet d'être une femme politique? Si, il y en a beaucoup. Par contre, il y en a d'autres, malgré ces avancées-là de notre société en Haïti, qui ne sont pas conscientes de tout ça. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas accès à ça. Pourquoi elles n'ont pas accès à ça? Parce qu'il y a un travail à faire dans l'éducation chez nous. Ben, après, il y a des femmes qui choisissent tout simplement d'avoir des enfants, pas forcément parce que dictat de la société ou quoi que ce soit. C'est des choix personnels. Mais aussi, si on permettait à si ces personnes-là avaient des partenaires féministes ou qui ne sont même pas conscients qu'ils sont féministes, qui agissent tout simplement comme des personnes qui croient que ma femme, elle a autant le droit d'aller travailler et moi j'ai autant le droit aussi de travailler, de diviser les tâches qu'on a à la maison, d'aider, parce que c'est pas comme si, bon, c'est même pas aider, je n'aime pas ce mot. Quand un papa, il prend soin de son enfant, il n'aide pas la maman. Oui, il fait son devoir de père. Donc, on n'a pas toujours ces chances-là. Moi, je peux dire que jusqu'à maintenant, si quelqu'un a un partenaire qui réfléchit de cette façon-là, c'est une chance. Parce que vous pouvez avoir un partenaire qui est éduqué, intellectuel même, je veux même employer ce terme-là, mais qui ne prend pas ses responsabilités à la maison. Donc la charge mentale des femmes, elle est énorme. Et c'est ce que Gerda disait. La charge mentale des femmes, elle est énorme. Comment est-ce que tu peux réfléchir à tout ça? Tu penses à la maison, les enfants et tout ça, mais même à ta carrière, par exemple. Moi, je peux en parler parce que bon, je suis artiste, mais je sais que il y a beaucoup de jeunes femmes artistes, à un moment, elles décident, ou juste tout naturellement, ça arrive, qu'elles décident de garder leur enfant, ça arrive, il y a des gens qui le veulent. Une fois avec un enfant, ben, ça prend beaucoup de recul. Et même pour des femmes ici en France, pas si longtemps que ça, j'entendais c'était une présentatrice qui en parlait, elle disait dans une vidéo que quand elle revoyait, parce que c'était aussi ça dans son travail, quand elle allait recevoir des invités et artistes, et souvent, dans les CV des femmes, il y avait un trou à un moment de leur carrière. Et ces trous, c'est des trous qui arrivaient au moment où elles avaient enfanté, où elles devaient enfanter. Par contre, dans les CV des hommes, dans ces périodes-là, et les partenaires, même si leurs femmes ont un enfant, eux, ils avaient tout le temps des tournées, ils étaient tout le temps en tournée, quoi. Et ça aussi, c'est des choses à prendre en compte. Et je pense que dans certaines sociétés, en dehors de la société haïtienne, il y a des mesures qu'on prend en compte. Dans certains pays, maintenant, on accorde le congé aux hommes aussi. Voilà, pour pouvoir prendre leur responsabilité de père à la maison. Comme ça, je pense que c'est à tous ces niveaux-là que le féminisme
le féminisme doit prendre cher, quoi. Ça doit se passer, s'activer à tous ces niveaux-là. Tant que c'est à un niveau et pas à l'autre, il y aura toujours des inégalités. Mais c'est... Bon, enfin, je rebondis à tout ce que vous avez déjà dit, qu'on a déjà évoqué. C'est aussi un problème des femmes elles-mêmes, qui, tu l'as dit, par exemple, vont considérer, moi j'arrête pas de dire, mais arrête, écoute, arrête, mais c'est pas grave si ça brille pas de mille feux, mais arrête de passer tes nuits à faire le ménage. Eh bien, on en est là encore avec des femmes qui portent sur leurs épaules des choses, mais que personne ne voit. Le mari ne voit même pas si c'est plus propre que hier. Mais elles y passent leur vie comme ça. C'est à faire la cuisine. Mais, c'est ce qui est très bien, il faut nourrir la famille. Mais enfin, tout ça, ça a un degré. On ne peut pas se condamner à ce point-là. Mais c'est une affaire de femme. Parce que, ah oui, enfin, je sais pas, c'était peut-être l'ancien temps où les femmes avaient une étiquette particulière, enfin, une image quand la maison était comme ci, etc. Mais on ne peut pas faire tout en même temps. Je veux dire, on ne peut pas avoir une vie de femme au travail et que tout brille, etc. Donc le problème, c'est aussi que les femmes, elles ne veulent pas lâcher. Par exemple, moi j'ai déjà entendu ma belle-fille qui m'a dit « Ah oui, il m'aide ». Elle est avec mon fils. Hein. J'ai dit non, non, pas ça, de grâce. Non, 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 il ne t'aide pas, il fait son travail, de grâce. Et elle a 35 ans. On ne dit pas ça. On ne dit pas il m'aide. Donc c'est moi-même la vieille, bien sûr, dans mon village, nous on était tellement libres que, bon, voilà, et qui la reprend en disant, pourtant elle est née à Paris, etc. Mais il y a un truc comme ça qui est resté collé à ces femmes et ça ne s'en va pas comme ça. En fait, le combat continue, mais sous une autre forme. Le combat des générations de féministes continue sous une autre forme. Oui, oui, parce qu'en même temps, ces femmes, elles en parlent, hein, enfin, elles ont conscience de... Enfin, je ne sais pas si elles ont conscience de tout, elles en parlent, mais, bon, en fait, c'est ça, c'est-à-dire, elles doivent accoucher, parce que je pense que on veut des enfants, parce que, etc., et puis on aime les enfants, je ne sais pas, mais peut-être qu'arrivé à un certain âge, on se dit, ai-je bien fait? Bon, c'est déjà fait. Mais la chose, c'est que les femmes doivent accoucher. Et ça en soi, donc c'est le trou dans le CV. C'est le trou dans le CV. Oui, mais c'est pas qu'un problème de femme, ça. C'est un problème de société, comme disait Jenna. C'est pas qu'un problème de femme. Je pense que on a peut-être fait une erreur en mettant, c'est pour ça que je disais, on a peut-être fait une erreur en mettant le féminisme comme une question de femme. Le féminisme n'est pas une question de femme. Le féminisme, c'est un sujet de société, c'est une éducation, c'est une intelligence. C'est intelligent d'être féministe. Comme dit Chimamanda, nous sommes tous féministes. Et on doit être tous féministes, et toutes et tous. Parce que c'est notre survie, c'est la survie de la société, c'est l'intelligence de la société d'être féministe. Le féminisme, ce n'est pas femme contre homme. C'est vraiment quelque chose, et je pense que la femme a une responsabilité capitale, parce que c'est nous qui mettons au monde les enfants, c'est nous qui les éduquons depuis petits, et on éduque et les garçons et les filles. On va faire une pause où Jaina va nous chanter un petit truc pour revenir justement avec cette histoire de peut-être revoir le féminisme. Oui. Hein, où on va peut-être voir que finalement, il n'y a pas tant de différence que ça dans les générations. On va en parler. Jaina, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Je sais pas. Tu vas juste nous... Parce qu'on ne peut pas avoir Jaina avec nous et ne pas profiter de sa belle voix. Parce que nous, toutes les voix qu'elle est là, eh ben non, il faut qu'elle nous chante un petit truc. Ça nous fait notre petite pause. Alors, micro pour Jaina, s'il vous plaît. On va prendre le micro. Est-ce que elle va nous chanter un petit truc? Y'a besoin Dio, y'a besoin. Y'a besoin Dio, y'a besoin moi. Jou y'a besoin c'est la digo, oui y'a besoin moi. Dio y'a besoin moi. Y'a besoin Dio, y'a besoin moi.
Y'a besoin moins, dis yo, y'a besoin moins. Jou y'a besoin, c'est la digo, oui, y'a besoin moins, dis yo, y'a besoin moins. Dom lâche pas son la Yo ma koute qui besoin la avin la soudan. Dom lâche pas son la Yo ma koute qui besoin la avin la soudan. Dom lâche pas son la Dom lâche pas son la Yo ma koute qui besoin la avin la soudan. Merci Jaina. Yabvinla et Soudo. Attends, Est-ce qu'on ne devrait pas se dire on avance tout en étant femme dans l'humanité et pour pouvoir être égale en réalité de l'homme? Quand je dis que ça va au-delà du féminisme, attention, le féminisme c'est une sorte de part vent, une sorte de... On est obligé de l'avoir pour pouvoir foncer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir nommer. Il faut nommer la normalité. L'apostrophe A. Parce que si on ne nomme pas, on ne pourra pas la changer. On va je pense, l'inonder et ça va faire l'affaire des hommes parce qu'on va dire c'est l'humanité, on va l'inonder. Non, cette réflexion pour dire que cette humanité bancale qu'on vit aujourd'hui, c'est parce que justement, on sait que c'est même pas normal qu'on soit en train de lutter pour dire voici la place des femmes. Elle est évidente cette place. C'est pour ça que les hommes qui sont intelligents, ils sont féministes. Elle est où la place des femmes, Jaina? Et la place des femmes est où la femme décide qu'elle est. Par exemple. Bah, si je décide que moi je suis chanteuse, je dois être devant le micro, je dois produire des sons, je dois... et en même temps, si je veux à un moment de ma vie être mère, je décide que c'est... En même temps, ma place, elle est sur une scène et chez moi, donner le biberon à un enfant que j'ai pas encore. Que je sais pas si je veux. Mais c'est ça, la place de femme, elle est où elle veut et décide qu'elle est. Pas où un homme décide qu'elle est, en fait. Et quand on parle de changement par rapport à la mentalité des gens, il faut savoir nommer ce qui doit être nommé, changer aussi certains mots. On va pas dire à un homme qui est en train de donner à manger à son bébé, qui reste chez lui au lieu d'aller au bar boire avec son pote pour s'occuper de son enfant, on ne va pas dire qu'il aide la mère. On va dire qu'il est en train de faire son travail de père, quoi. Faut savoir nommer aussi. Et je veux juste ouvrir une parenthèse sur autre chose. Quand on parle de violence, des victimes de violence, et on entend tout le temps que les noms des femmes victimes. Pas autant qu'on devrait entendre les noms des bourreaux. Et c'est des fois les gens ils se rendent pas compte, mais beaucoup de choses qui se passent dans la société se passent aussi à travers les mots. Et on doit passer par les mots pour changer les choses. Donc oui, je prends un exemple parce que dans la société haïtienne, c'est un accident ou un crime terrible qui a été fait. On parle de Ginou mon désir, Ginou mon désir, Ginou mon désir qui a été tué par son amant de l'époque. Mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le nom de Ginou, pas seulement parce qu'elle était une présentatrice connue, mais beaucoup de gens connaissent son nom parce qu'elle est une victime de violence, mais très peu de gens connaissent le nom de son agresseur. Parce qu'on a cette facilité de nommer, de mal nommer les choses, de pointer du doigt ce qu'il ne faut pas pointer du doigt. Par exemple, on dit aux femmes, mais oui, il te frappe, mais quitte-le. On dit pas assez souvent aux hommes, arrêtez de frapper les femmes. Vous voyez aussi ce que je veux dire? Parce qu'il y a un grand travail qu'il faut faire dans ce sens-là. On dit aux femmes, mais ne mettez pas une jupe aussi courte, mais vous allez, c'est de cette façon que vous attisez les agresseurs. Mais on dit jamais aux agresseurs, mais elle a le droit de mettre une jupe aussi courte. Mais maintenant, c'est grâce au féminisme que les femmes elles-mêmes sont obligées de monter au créneau pour dire qu'elles ont le droit de porter les jupes. Courte en plus. Courte en plus, oui. Qu'elles ont le droit de porter des vêtements ou avec des décolletés très plongeants. On devrait aussi commencer à dire aux hommes, les femmes, vous n'avez pas le droit de les toucher. Peu importe ce qu'elles portent. D'ailleurs,
toutes les femmes qui ont été victimes de viol et d'agression dans les rues ne portaient pas de jupe courte. Il y a des femmes musulmanes avec des hijabs et des vêtements très couverts qui aussi sont victimes de viol et d'agression. Des femmes, des nonnes, comment on dit, c'est quoi le vrai mot qui n'est pas péjoratif? Des religieuses, voilà. Des religieuses aussi sont victimes de viol. Mais on ne les voit pas se balader les seins en l'air, par contre. Donc, ce n'est pas un problème de ce que tu portes. C'est vraiment un problème de ce qu'on dit aux hommes, ce qu'on apprend aux hommes surtout. Parce qu'on dit souvent, oui, il faut apprendre à nos filles que leur place, c'est pas seulement dans la cuisine. Oui, mais il faut tout simplement faire comprendre à votre garçon et votre fille que la place, dans la cuisine, il y a la place pour tout le monde. La place. Et puis en plus, c'est des basic skills, c'est des compétences basiques pour tout être humain. Ça veut dire que normalement, il faut impliquer les hommes, contrairement au mouvement très récent où les femmes racisées se regroupaient en interdisant l'accès aux hommes, tout simplement parce que le problème, il ne peut pas être réglé tout seul. C'est vrai que il y a eu de telles violences faites aux femmes que parfois je me pose la même question que toi, mais je me dis, mais il faut probablement quelque chose comme ça, de temps en temps un peu excessif. Parce que c'est vrai que c'est excessif, vouloir bannir les hommes, enfin, en soi comme ça n'a pas de sens. Mais il y a une telle violence faite aux femmes qu'on peut l'entendre, même si on n'est pas d'accord, que des femmes se regroupent et bannissent les hommes. Je suis absolument contre, hein, mais je comprends. Et jusqu'à aujourd'hui, on découvre même en France des quantités de femmes qui régulièrement meurent sous les coups de leur conjoint. Enfin, mais on est dans un pays développé. Je ne reviens pas. Pas plus tard que la semaine passée, une femme découpée au but de chaumont. Enfin. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec Jenna, je suis d'accord avec toi aussi. Et je pense que c'est une réaction de dire, bon là, on ne reçoit pas des hommes, on ne reçoit pas... mais je pense que c'est une réaction qui doit rester un peu, je dirais, passagère, où on a parfois besoin d'être ensemble, on a parfois besoin de se retrouver entre filles ou entre amis, et on n'a pas... Mais je ne pense pas que ça soit posé comme ça ne doit pas être posé comme une action vraiment de résolution de ça. Je pense que, franchement, sincèrement, je pense que ça n'empêche pas qu'on ait besoin de se réunir parfois en disant on se réunit entre femmes parce que peut-être que les femmes qui ont été agressées, qui ont été victimes d'agression et ne peuvent pas parler. Peut-être même parce qu'il y a leur bourreau ou il y a ceux qui ressemblent à leur bourreau là. Bon, ça on peut comprendre que psychologiquement on a besoin d'un environnement plus sécurisant pour les personnes qui sont traumatisées. Mais ça ne doit pas être ça, la lutte des femmes, justement. Donc je pense que c'est cette lutte-là, qu'on ne devrait pas appeler lutte, parce que ça ne devrait même pas être à lutter, hein, s'il n'y avait pas des problèmes. Et je pense que ça doit être... moi je dirais que les mouvements féministes doivent peut-être ouvrir le débat sur d'autres points. Qu'est-ce que fouiller dans les lois, ce qu'il y a? Parce que les lois nous ont beaucoup, c'est pas seulement l'éducation, les lois nous ont beaucoup minimisé quand on voit même en France jusqu'à quand le droit de vote a eu lieu. Le droit de vote. Pourtant, c'est presque en même temps qu'en Haïti, hein, le droit de vote des femmes. Donc, et il y avait des lois qui disaient que la femme était mineure. La femme mariée était mineure. Donc, il fallait demander permission à son mari. Donc, on devient mineur alors qu'on était majeur. On devient mineur parce qu'on se marie. Donc, il y a eu quand même beaucoup de bêtises, beaucoup qui ont été faites comme ça par rapport à la situation des femmes. Donc, ce n'est pas qu'une situation de rapport homme-femme. Je pense qu'on doit quand même questionner la législation, questionner toutes ces lois qui ont été prises et puis questionner aussi la gouvernance, questionner aussi l'État. L'État a un rôle à jouer
dans les services à mettre en place, les services, comme je disais, les services minimums à mettre en place pour qu'il y ait cette égalité-là. Cette égalité ne peut pas être, ne peut pas venir que d'une lutte entre deux camps. Cette égalité doit être aussi, on doit aussi analyser qu'est-ce qu'il y a, quand on dit que l'école pour tous, mais est-ce que les petites filles vont à l'école ou en même temps que les petits garçons? Est-ce qu'on ne laisse pas les petites filles dans les campagnes justement pour pouvoir travailler et puis on envoie les hommes? Donc il y a plein de choses à faire. Donc à mon avis, ce n'est pas qu'une lutte sur un plan, c'est une lutte globale qu'il faut mener. Et cette lutte, elle est la lutte de nous tous et de nous toutes. C'est une lutte globale. Le féminisme, juste là à défendre qu'on doit être à l'égal de l'homme, moi, c'est pas à l'égal de l'homme. Je sais que je dépasse l'homme. J'ai pas besoin d'être à son égal. Je lutte pas, je milite pas pour être à l'égal de l'homme. Quand je vois ce que les hommes ont fait de l'humanité, j'ai pas besoin d'être leur égal. Josette est une Amazone. Ben, je suis. C'est pas ça la lutte. La lutte, c'est. C'est même pas la lutte pour être l'égal de l'homme. L'égal de l'homme, qu'est-ce qu'il est l'homme? Je combats pas pour être l'égal de l'homme. Je combats pour une autre société. Je combats pour qu'on reconnaisse des valeurs, pour que ces valeurs-là ne se perdent pas et qu'on est dans une débâcle là de l'humanité. Justement, Josette, partant de ce que tu dis là, on est arrivé à mettre en face deux générations de féministes, c'est-à-dire les féministes d'aujourd'hui, du 21e siècle, et celles du 20e siècle, voilà, en disant qu'aujourd'hui, la jeune génération a piétiné le travail des aînés, infantilise la femme d'une certaine manière, se bat contre les hommes, c'est l'ennemi numéro un. Est-ce que de votre point de vue générationnel, vous êtes d'accord avec ce courant qui pointe une forme de manque de sororité chez les féministes, qui fait que d'un côté, la jeune génération bannit tout ce qui a été fait, tout ce qui a été acquis? Est-ce que vous le voyez-vous dans votre environnement, dans votre vécu, dans même la perception des choses? Hein, Gerda? Pas du tout? Moi, j'ai pas... Enfin, bon, c'est vrai que j'ai pas tellement de mesures parce que j'ai pas eu personnellement à souffrir de ce genre de choses, mais je vois en effet autour de moi. Alors ça dépend. Parmi les jeunes, hein, on voit, il y en a qui posent le problème, qui essaient de trouver, pas une égalité puisque ça n'est pas possible, mais un équilibre, une justesse, quelque chose qui conviendrait à chacun. Et puis, mais en revanche, on voit aussi d'autres jeunes qui sont complètement sous l'eau et qui sont responsables de tout, toute la maison, etc. Et elles sont très très fatiguées. Et c'est vrai qu'on se dit, mais quoi faire? Enfin, tu vois, parce qu'on parle d'éducation. Dès lors que les femmes, ça s'est passé comme ça d'une femme à l'autre, de génération à l'autre, que la maison c'est la femme, l'éducation des enfants c'est la femme, les tribulations c'est la femme, les sociabilités c'est la femme, enfin il faut tout organiser. Et donc ça fait un poids lourd, et bien beaucoup de jeunes continuent comme ça. Et l'homme, lui, il ne sait pas faire, mais en fait ce n'est peut-être pas tellement de sa faute, c'est aussi parce qu'on a toujours considéré qu'il n'était pas fait pour ça, c'est ça aussi. Vous voyez, c'est ce que vous disiez, c'est toute une éducation à faire. Mais l'homme, on a toujours considéré qu'il n'était pas fait pour ça, est-ce que lui, ça va l'intéresser, là, comme ça, du jour au lendemain, de passer son temps dans la vaisselle? Enfin, il faut l'éduquer, hein. C'est un manque d'éducation, c'est pas... On va arrêter de manger, on ne fait plus à manger. Je pense qu'il faut l'éduquer, et c'est vrai que Jenna parlait tout à l'heure là des changements dans la législation, par exemple le congé de paternité, quand la femme accouche, c'est vrai que l'homme ne porte pas le bébé, ben, d'autant plus il a besoin d'être en congé pour s'occuper de son enfant. Oui, mais si tu regardes, ce sont les femmes qui prennent les congés. Non, mais maintenant c'est imposé, c'est obligatoire. Ça commence à être obligatoire, bien sûr. Oui. Ça commence à être obligatoire et je pense que c'est une bonne chose. Et puis je pense aussi que
ce combat des femmes était resté aussi peut-être trop longtemps dans une vision, dans des visions un petit peu enfermées. Par exemple, dans une vision, il y avait une vision occidentale de la femme. Quand il y avait la lutte, les premières luttes des femmes, c'est comme si on oubliait que les femmes existaient aussi ailleurs, sur d'autres continents. Ça n'a pas été... Alors c'est un peu quelque chose un petit peu de reproche que je fais justement aux femmes de l'Occident, par exemple, quand elles se battaient, on dirait pour elles, pas pour toutes les femmes. Donc c'est pour ça quand je parle de l'humanité, moi j'ai une vision plutôt humaine. Aujourd'hui on devrait aussi se battre pour les femmes en Afghanistan, pour les femmes en Iran. Ça ne devrait pas être qu'une lutte un peu nationale. Ça devrait être une lutte planétaire. C'est pas tout à fait ça aujourd'hui. Je pense que je pense que ça manque encore de ce côté où on dit, parce que là, quand il y a un tel déséquilibre mondial, on devrait s'élever chaque fois qu'il y a vraiment des injustices faites comme ça. Quand on voit cette jeune femme iranienne qui est décédée parce que elle n'avait pas assez recouvert sa tête, mais on vit dans quoi là? Est-ce que nous n'avons pas exporté trop vite, ou bien nous n'avons pas calqué trop vite le mouvement occidental sur nos sociétés à nous? Oui, il faut l'adapter aux réalités, parce que en Haïti, le problème n'est pas qu'un problème d'égalité homme-femme, puisque la misère, elle est masculine, elle est féminine. C'est un contexte de misère. Donc, on doit avoir le combat sur tous les fronts. Par contre, la femme subit encore plus. Cette misère affecte encore plus la femme. Mais l'homme aussi est dans cette misère. Donc, je ne peux pas dire, par exemple, moi qui travaille dans l'éducation, je ne vais pas dire que je vais privilégier les filles, puisque les filles et les garçons et les filles à l'école primaire sont presque au même niveau d'accès. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que il faut que tous les enfants aillent à l'école. Le féminisme haïtien doit aller encore plus loin dans le combat. Ce n'est pas juste un combat d'égalité homme-femme. Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Qui dit international dit regroupe tous les pays qui ont des femmes qui vivent sur leur territoire et compagnie. Ça veut dire que tous les thèmes qui sont annoncés concernent toutes les femmes de tous les territoires qui sont concernées par cette lutte. Donc Josette, je reste avec Josette parce que Josette travaille dans l'éducation. Comment va-t-on, quand on sait qu'en Haïti, il y a tellement de problèmes à régler, comment en Haïti va-t-on appliquer le thème de l'année 2023, l'innovation et des technologies pour l'égalité des sexes, pour un monde digital inclusif? Moi, je pense qu'on peut l'appliquer même plus vite qu'on ne le pense. Parce que souvent, quand on parle de technologie, quand on parle d'innovation, on a l'impression que nous, on a des pays complètement en dehors de la vie, en dehors de la civilisation. Et on se trompe. Parce que moi, j'ai fait une expérience ces 13 dernières années, et Marie peut en parler, avec justement ce programme d'éducation numérique que depuis 2010 et sur lequel on travaille. Et on a pris justement l'option de partir d'abord dans les campagnes les plus reculées. Les gens pensaient qu'on était fous. Eh bien, dans les campagnes les plus reculées, avec 2 panneaux solaires, c'est technique. C'est pas l'intelligence que les gens manquent quand ils sont dans cette misère. C'est juste parce qu'on n'a pas mis les moyens qu'il faut, c'est technique. Et les enfants, dans des montagnes très reculées, qui venaient me parler des langues, en langue étrangère, qu'ils n'avaient jamais apprises, eh bien, c'est la technologie. C'est le tableau numérique avec une bibliothèque numérique, avec des livres. Les enfants apprenaient tout seuls. Donc, on n'est pas du tout plus bête, au contraire. Je dis même parfois, ces enfants-là sont peut-être plus intelligents que la majorité de ceux qui ont été à l'école pour annonner, que des députés, des sénateurs qu'on a là. Là, il faut les mettre carrément de côté. Ces enfants-là peuvent peut-être grandir même plus vite et acquérir beaucoup plus de connaissances. Quand on met ça, rien qu'en prenant ce travail-là que l'on a fait, où il y a des villages qui avaient pour la première fois de l'électricité. Donc quand on parle d'innovation, c'est déjà avoir de l'électricité. Tous les gens ont un téléphone portable. Parfois ils font des kilomètres pour aller charger leur téléphone portable. Donner leur même déjà
la possibilité de charger leur téléphone portable. Et ils savent chercher l'information. Vous ne pouvez pas imaginer l'immense possibilité d'innovation. Les gens vous ramènent des choses extraordinaires. Mettez-leur un point où ils peuvent même charger leur téléphone. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est même pas énormément d'argent, c'est de la volonté. S'il y avait une volonté politique pour qu'on mette des points, et les Haïtiens, ce sont des gens extrêmement intelligents, extrêmement courageux, ils pourraient travailler s'il y a de l'électricité. On peut travailler sans cesse, le matin, le midi, le soir, se lever tôt, et travailler les jours de congé, travailler en week-end. Donc, si on voulait faire, par exemple, l'éducation universelle en Haïti, je vous assure que les Haïtiens ont une telle envie d'apprendre, une telle envie du savoir. On mettrait 24 heures sur 24 des tranches d'heures pour l'éducation, pour l'innovation, pour leur montrer ce qui se passe ailleurs, pour leur faire de la veille technologique, leur montrer que, voilà, là, dans tel pays d'Afrique, dans tel pays d'Asie, dans tel pays, voilà ce qui se fait, mais ils vont faire. Donc, ce n'est pas quelque chose d'impossible du tout. Même si on voit, c'est vrai que quand on voit l'état d'Haïti aujourd'hui, on a l'impression que c'est une hécatombe. C'est vrai que c'est une hécatombe, parce que les gangs ont pris possession d'une partie du pays. Mais tout ce qu'il y a à faire, si on le faisait vraiment, sans que ça soit dans la corruption, si les bénéfices, si l'argent allait vraiment, les ressources allaient vraiment là où ils devaient aller, je vous dis, Haïti peut encore se mettre debout beaucoup plus vite qu'on ne le pense. En commençant déjà par les campagnes, en commençant déjà par une vraie éducation, pas la démagogie que font l'actuel gouvernement là avec un livre unique, avec des choses qui sont ça c'est de la démagogie. Mais vraiment faire la vraie éducation. Et justement, le numérique peut permettre, on n'a pas de livres, on a des livres numériques. Le numérique peut faire circuler l'information mondiale. C'est-à-dire, un petit Japonais peut être en rapport avec un petit Haïtien à la montagne de Jacmel. On a déjà fait ça. Là, il y a à Font-Jean-Noël, dans les mondes de Marigot, les élèves de Font-Jean-Noël correspondent avec des élèves de New Jersey, du lycée français de New Jersey. On l'a fait. Donc, ça veut dire que on l'a fait de façon expérimentale. Aujourd'hui, si on voulait étendre ça, on peut. Les enfants de Campérin ont joué aux échecs avec un club à Paris. Donc, effectivement, moi, je trouve que c'est un thème extraordinaire, c'est un thème très intéressant à mettre en place. Moi qui ai bien envie de challenge, j'ai envie de challenger. J'ai envie de challenger. Et si on dit chiche? Chiche. Chiche. Et si on dit chiche? Et si on dit chiche? Chiche. Hein? Et Jenna? Et si on dit chiche? Et si on a envie de challenger? Et les enfants de Campérin ont joué avec un club aux échecs, avec un club parisien, ils ont gagné sur le tableau numérique. Très bien. Ils n'étaient pas ensemble, hein? Ils n'ont pas pris l'avion. Ils ont gagné. Donc Jada, je sais que tu l'as intervenu. Oui, il s'est dit beaucoup de... Et Josette, elle a dit beaucoup de choses, mais j'apprends aussi beaucoup de choses de son intervention. Mais avec un thème pareil, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses. On est à l'ère de la technologie. Et comme Josette, elle parlait des enfants, moi c'est un truc que des fois que je reproche au mouvement féministe haïtien. J'ai l'impression que beaucoup de têtes de file du mouvement ou d'organisations assez connues ne priorisent pas tant que ça le passage de ce mouvement-là aux enfants. On va pas se mentir. Yon boit pas les cochis, même si vous faites tout ça capable avec les tours et cochis. Il y a des gens... Tu auras beau leur dire que voilà ce que c'est le féminisme, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ça va être toujours corsé. Et entre-temps, pendant que tu t'acharnes sur certaines personnes qui vont, on va pas se mentir, certaines ne vont pas changer, il y a des générations qui viennent après, qui grandissent. Eux, ils n'ont personne pour les guider. Pourquoi ne pas aussi attaquer cette jeune génération? Pourquoi ne pas commencer par eux? Pourquoi ne pas leur passer le flambeau assez tôt? C'est comme ça qu'on aura d'autres générations et une meilleure génération, une génération assez sur qui saura vraiment ce que c'est le féminisme et qui pourra
voilà, quand ces vieux machins là, ils seront morts. C'est un peu une blague, mais c'est pour dire, parce que écoutez, chez nous en Haïti, on a très peu de moyens, on fait avec très peu. Les moyens sont, c'est pas ce dont on dispose vraiment. Donc, autant être stratégique aussi. Autant ne pas passer notre temps à faire du mouvement, un mouvement de zin sur les réseaux sociaux, par exemple. Parce que moi, je suis de la jeune génération, je peux dire comment je le perçois autour de moi aussi, la lutte maintenant. Parce qu'il y a tellement, mais vraiment, il y a tellement de jeunes de mon âge ou un petit peu plus, mais toujours de ma génération, qui sont assez conscients et conscientes de ce que c'est le mouvement et qui veulent bien, qui pourraient servir de canal pour le passer aux enfants, mais qui perdent leur temps parce que dans une frénésie du paraître, qui avec les technologies, les gens ils sont dans une frénésie du paraître, mais en même temps ils tournent un peu le mouvement en dérision et ça perd un peu son essence parce que ils se focalisent sur des problèmes qui, je ne peux pas dire qu'ils n'existent pas, mais les gens sont tellement autocentrés, voilà. Ils sont tellement autocentrés qu'ils ne prennent pas en compte le fait qu'ils passent leur temps à des trucs qui vont aboutir à rien. Donc, pourquoi ne pas utiliser cette énergie-là à faire des mais des fois, je vais sur les réseaux sociaux et je me dis, oh mon Dieu, papa. Et c'est ces mêmes personnes de ma génération qui se plaignent que tout va mal chez nous. Je ne dis pas que c'est à nous de changer les choses, dans la mesure où, par rapport à tout ce qu'on a à faire en Haïti, on ne pourra pas changer. On n'est pas membre de gouvernement. Mais au niveau où on peut contribuer, contribuons à ce niveau-là. Utilisons nos réseaux sociaux pour faire passer les vrais messages. Parce qu'on ne va pas se mentir. Je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont voir cette vidéo, et sur les réseaux sociaux surtout, on ne va pas se mentir. Vous savez bien ce que c'est les problèmes. Vous connaissez les problèmes. Donc, pourquoi ne pas se focaliser sur les problèmes? En parler vraiment. Ne faites pas ça une question de moi. Sortez un peu de ce registre-là. Les gens sont trop... Ils ont des égos démesurés et ils ont trouvé une plateforme qui leur permet de s'exprimer. Au lieu d'utiliser ça à bon escient, ils font des trucs mais tellement... ça m'énerve en fait. Je suis obligée d'en parler parce que je me dis, on pourrait tellement faire... Moi, je suis chanteuse et comédienne. Quand j'ai commencé ma carrière, j'avais quoi? J'avais 18 ans et tout. J'ai pas d'album, j'ai pas de single. Mais j'arrivais quand même à mobiliser des gens à venir dans les concerts. Mais on remplissait des salles. Pas parce que je suis si fameuse chanteuse que ça. J'ai pas la grosse tête. Donc du coup, mais c'est aussi parce que je savais utiliser ce canal-là que les réseaux sociaux, je savais utiliser ça à mon, comment dire, à mon avantage. Donc, à travers ce canal aussi, on arrive à mobiliser beaucoup de gens. Et les enfants, dans les coins reculés, maintenant, ils ont, pratiquement tous les gens, ils ont des smartphones. Donc, ils ont accès aussi à Facebook, qui est le réseau social le plus utilisé. Donc, pourquoi ne pas utiliser ce réseau social-là pour faire passer les bons messages? Merci Jaina. Je pense que Jaina a tout dit. Elle a mis KO tout le monde. Parce qu'en effet, en fait, on n'a pas cité des noms. On sait qu'il y a des femmes écrivaines. Là, récemment, il y a Odette Roy-Fondbrun qui nous a laissé. On sait quel travail elle a fait dans la société haïtienne au niveau de l'éducation pour qu'on ait des jeunes femmes éduquées. On a des écrivains qui ont porté haut la femme haïtienne, Marie Vieux-Chauvet, qui est un modèle qu'on ne cite, qu'on ne présente plus parce qu'elle a pris son courage à deux mains et pour parler des thèmes les plus durs, que ce soit de la folie, que ce soit de la colère et que des thèmes qu'on parle des thèmes de femmes, quoi. et il y en a plein d'autres qui ont mis la main à la pâte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce ne serait pas vraiment normal si, quand on vous écoute toutes les trois, de dire qu'il y a une sorte de différence dans le combat féministe à travers les générations. En tout cas, pas à travers vous trois là qui êtes présentes, même si en réalité il y aurait des choses à dire par rapport
au mouvement, aux nouvelles revendications qui s'ajoutent, mais en même temps, les sociétés évoluent, le monde évolue, nos visions s'élargissent. C'est normal qu'il y ait d'autres revendications qui entrent dans le mouvement. Donc, moi, je me rappelle, on avait fait un débat et on parlait de l'esclavage et des traumatismes. Et puis, on en était venu à demander, est-ce qu'il ne faudrait pas régler tel problème d'abord pour ensuite passer à tel autre problème? Et l'un des intervenants a répondu, on fait tout ensemble. Est-ce qu'il ne faut pas tout faire ensemble? Passer sur les réseaux sociaux, dire on a des choses à défendre, on a des filles à défendre, des filles à éduquer, des générations à joindre la main. Surtout, c'est surtout ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas tous ensemble avancer sans dire que bon, ça c'est déjà réglé, on a eu le droit de vote, comme si le droit de vote c'était the truc en fait, comme on dit ici en France, dont on a besoin. Mais le droit de pouvoir manger, se nourrir, c'est ça aussi, pour ne pas devenir une prostituée de ces hommes-là qu'on dénonce. Et qu'on entre dans la politique aussi, que les jeunes, qu'on dise que, on dit que la politique par exemple c'est quelque chose de sale. Donc les femmes abandonnent la politique, mais si c'est sale, c'est parce que justement elles n'y sont pas. Ah oui? Ben oui, c'est parce qu'elles n'y sont pas. Est-ce qu'elles sont si vertueuses que ça? Ben, je pense que, en tout cas, quand on voit l'état des hommes, je pense on peut tester les femmes. Il y a 52% de femmes en Haïti. Il y a moins de 3% dans les assemblées. Il y a moins de 3% d'élus. Et regardez ce que cette législature a donné, la législature de la honte. Je suis sûre que s'il y avait 50% de femmes, au Rwanda, il y a 60% de femmes. À Cuba, deuxième pays. Le Rwanda est premier, Cuba deuxième pays avec le taux des femmes. Haïti, on est 186e sur 190 pays. On a même reculé par rapport à 2003 où il y avait 9% de femmes à l'Assemblée. On a reculé en 2017. C'est-à-dire au lieu d'avancer, on recule. Haïti ne fait pas que stagner, Haïti recule. 9%. C'est impossible. Comment c'est, d'où viennent ces 118 ou 118 hommes pour qu'il y ait 3 femmes? 118 hommes, députés. Vous avez vu l'état de ces députés-là qu'on a eu? Et c'est sûr que c'est pas l'état de cette Assemblée nationale. C'est pas la parole. Moi, j'appelle ça la législature de la honte. Cette 48e, 49e, 50e. C'est la honte pour un pays, pour une nation. Donc, ce n'est pas juste une lutte des femmes. C'est une lutte qui a laissé l'intelligence de côté. Merci Josette Brufard, Thomas, d'avoir accepté l'invitation. Nous aurons encore discuté parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit sur le travail d'Haïti Futur, dans le pays en dehors, que ce soit sur le salon du livre. On aura à rediscuter. En tout cas, merci d'avoir accepté de participer à cette émission spéciale Génération, deux visions pour un même féminisme. Merci. Merci Haïti Inter, merci Tcheita, merci Marie, merci Guy et merci à mes consoeurs. Merci Gerda Cadostin qui a accepté de venir discuter avec nous, qui a sorti en 2020 Laisse folie courir. Si vous voulez savoir si les femmes sont fortes et qu'elles le savent, plongez dans Laisse folie courir. Merci Gerda. Merci Tcheita, merci Guy, merci Marie, et merci à mes consoeurs invités. Merci Jaina, je sais que, bon, on a eu la chance de mettre la main sur notre vedette adorée. Je sais que c'est des sacrifices qu'elle fait. Merci d'avoir été avec nous, merci pour la voix, le chant, là, je passe là. Merci aussi d'avoir contribué à faire avancer ce débat et de nous ouvrir aussi les yeux sur ce qui se passe et ce qui ne devrait pas se passer. En tout cas, merci d'être venu, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci à toi aussi Tcheita, merci à toute l'équipe derrière Haïti Inter. Merci à vous, chères dames, parce que j'apprends et je veux continuer à apprendre de vous, de cette génération. Et merci à vous qui allez regarder l'émission.
et qui allait partager tout ça parce que tout ce qu'on a dit là, c'est une parole qui a besoin de continuer à faire son chemin. Donc, merci. Merci à mon équipe solide derrière. Marie avec son casque sur la tête et si on pouvait la voir. Guy, s'il te plaît, on tourne sur Marie vite fait. Qui fait son enfonçage. Merci à Guy qui était à la technique mais qui se cache souvent pour pas qu'on le voit. Marie ne peut pas vous le montrer malheureusement. Et puis moi, c'est toujours un plaisir de vous revoir, de pouvoir recevoir mes invités et de vous permettre de partager un peu leur vision parce que c'est important d'échanger pour que nous puissions avancer ensemble. En tout cas, je ne dirais pas bonne fête les femmes, bon, il n'y a pas de fête, mais en tout cas, bon combat, que le féminisme construise les sociétés, on a besoin des femmes. Merci à vous.